On poursuit avec maintenant le mouvement circulaire. Donc, on a vu dans la dernière vidéo le mouvement rectiligne, donc en ligne droite, avant, arrière, en haut, en bas. Maintenant, on va aller voir le mouvement circulaire. Donc, mouvement circulaire, déjà, on va introduire ça comme étant une rotation. Donc, on tourne autour d'un axe et on tourne toujours dans le sens anti-horaire. Donc, anti-horaire, ça veut dire qu'on s'en va dans ce sens-là. Horaire, c'est le sens des aiguilles d'une montre, dans l'autre sens, mais nous, on va toujours dans l'autre sens. On fait anti-horaire. C'est la définition mathématique d'une rotation. Donc on définit notre déplacement angulaire comme étant θ de t, un angle autour de notre axe au temps t. Le temps est toujours en secondes comme précédemment, mais notre angle ici, on va le mesurer en radians. Donc il faut faire attention, on ne parle pas des degrés ici, on parle vraiment des radians. Et avec ces radians-là, on va tourner autour d'un axe. À partir de ça, si on a le déplacement angulaire qui est donné par θ de t, notre vitesse angulaire sera donnée par la dérivée de θ de t, donc oméga de t est égal à θ prime de t. Donc ici, le W là, qui apparaît ici, c'est la lettre grecque oméga. Si vous m'écrivez W, vous allez être correct pareil, là, mais il faut savoir que ça, c'est oméga de t. Cette vitesse-là, elle est donnée en rad par seconde. Et ensuite de ça, si on va faire la dérivée de cette vitesse-là, on obtient l'accélération angulaire, donc alpha de t, qui est donné par oméga prime de t, qui est égal à θ prime prime de t. Donc, pas mal de lettres grecques ici, là, mais il faut juste savoir que ce sont les lettres équivalentes dans l'alphabet grec à ce qu'on utilisait déjà pour notre mouvement rectiligne. Pour faire un exemple rapide de ça, c'est vraiment la même chose que si on faisait avec le mouvement rectiligne, mais cette fois-ci, notre fonction, elle décrit une rotation, donc la réponse va être analysée un petit peu différemment. Donc on y va déjà notamment avec l'exercice 4.3 ici. On se donne la fonction θ de t qui est égale à t à la 3 sur 50 plus t. Et on s'intéresse au déplacement angulaire après 10 secondes. Ensuite de ça, on va s'intéresser à la vitesse angulaire après 10 secondes et finalement à l'accélération angulaire après 10 secondes. Donc, déplacement angulaire, très simple. Je vais prendre θ évalué en 10. Donc, 10 exposant 3 sur 50 plus 10. Dans ce cas-ci, 10 à la 3, c'est 1000 sur 50 plus 10. Et ici, 1000 sur 50 plus 10, 1000 sur 50, ça nous donne 20, plus 10, ça nous donne 30. Donc, on a 30 radians. On pourrait aller plus loin. 30 radians, ça veut dire quoi, ça? Bon, on pourrait aller chercher combien de tours est-ce qu'on a fait. Un tour, c'est égal à 2π radians. Ça veut dire que 30 radians, par une simple règle de 3, on divise 30 par 2π, on va obtenir environ 4,77 tours. Donc après 10 secondes, notre objet va avoir fait 4,77 tours autour de son axe. Maintenant, on peut s'intéresser à la vitesse angulaire. Vitesse angulaire après 10 secondes, ben, ça va nous prendre la vitesse angulaire pour commencer. Donc, oméga de t, c'est égal à θ prime de t. Et ça, θ prime de t, ce sera égal à la dérivée de ce qu'on a au-dessus. Donc, t à la 3 sur 50, ça va nous donner 3t carré sur 50. Et dérivée de t, c'est 1 tout simplement. Donc, on remplace t par 10 dans notre équation. Ici, oméga de 10, ce sera égal à 3 fois 10 au carré sur 50 plus 1. 10 au carré, c'est 100. Divisé par 50, ça va me donner 2. Fois 3, ça va me donner 6. Plus 1, ça va me donner 7 radians par seconde. On peut encore, de la même façon que ce qu'on a fait en A, transférer ça en nombre de tours. Donc ici, 7 radians divisé par 2π, ça va me donner environ 1,11 tours par seconde. Donc je vais tourner 1,11 fois autour de mon axe à chaque seconde à la vitesse que j'ai ici après 10 secondes. On y va maintenant avec l'accélération angulaire après 10 secondes. Donc l'accélération angulaire, ça va me prendre alpha de t. Ça, c'est égal à oméga prime de t. Donc ici, on va aller chercher
on va aller chercher la dérivée de ce qu'on avait obtenu au-dessus, donc dérivée de 3t carré sur 50 plus 1. Dérivée de 3t carré sur 50 plus 1, ici on va dériver premièrement t carré sur le 3, multiplié par 3 sur 50. T carré, ça va me donner 2t, multiplié par 3 sur 50, ça me donne 6t sur 50. Et finalement, ben, le 1 ici, c'est une constante, on n'a pas besoin de s'en occuper. Donc notre accélération angulaire est donnée par 6t sur 50. Donc, l'accélération après 10 secondes va correspondre à 6 fois 10 divisé par 50. Ici, 6 fois 10 divisé par 50, ça me donne 60 sur 50, qui est égal à 1,2 rad par seconde au carré. On pourrait toujours transférer ça en tours ici. 1,2 divisé par 2pi, ça va vous donner environ 0,19 tours par seconde carré, mais comme je manque un peu d'espace, je ne l'écrirai pas ici, c'est pas très grave. On a les rads par seconde carré, c'est suffisant dans ce cas-ci. Donc, avec la situation qu'on vient de voir, on avait notre déplacement angulaire qui était donné par θ de t. Après 10 secondes, on a fait 4,77 tours, ou 30 rads de déplacement angulaire. Notre vitesse était de 1,11 tours par seconde, donc environ 7 rads par seconde. Et en C, notre accélération angulaire correspondait à 1,2 rad par seconde carré, ou encore environ 0,19 tours par seconde carré. On remarque là que ici, c'est le même principe que ce qu'on faisait avec le mouvement rectiligne. La différence, c'est qu'on parle de rotation. Donc les réponses, les 30 rads, 7 rads et 1,2 rad, on peut transférer ça en nombre de tours pour obtenir ici une rotation complète qu'on va avoir faite autour de notre axe. On peut toujours rester en rad, sauf que si je vous demande le nombre de tours, évidemment, je vous demande de transférer ça avec une règle de 3. Donc 30 rads, ça équivaut à combien de fois 2 pi rad? Donc ça vous donne un nombre de tours ici, tout simplement. Ceci étant dit, ça fait le tour du mouvement circulaire, donc ça fait le tour là, des mouvements rectilignes et circulaires. On voit que nos dérivés, on peut les utiliser pour aller voir qu'est-ce qui se passe autour d'un mouvement. On a vu qu'on pouvait déterminer quand est-ce qu'on était à l'arrêt, quand est-ce qu'on accélérait, quand est-ce qu'on décélérait, quand est-ce qu'on appuyait sur le gaz, quand est-ce qu'on appuie sur le frein, des choses comme ça. Donc ce sont tous des calculs qu'on peut effectuer à partir de notre dérivé. Ce sont des applications là, finalement en physique ou en génie mécanique qu'on peut faire avec les dérivés qu'on a vus dans le chapitre 3. Donc, ça fait le tour de la section 4.1. On va arrêter ici. On va se retrouver dans une prochaine vidéo avec la section 4.2. Là, on va faire aussi d'autres applications de la dérivée, mais on va voir que ces applications-là sont légèrement plus difficiles, légèrement plus complexes. On va aller parler notamment de taux liés. Les taux liés, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Ça va nous permettre de voir qu'est-ce qui va ensemble. Par exemple, si on a un objet qui tombe à une certaine vitesse, ben, cet objet-là pourrait s'éloigner d'un mur à la même vitesse ou à une vitesse qui est déterminée par la vitesse à laquelle l'objet chute. Donc on va voir qu'on peut lier des mouvements entre eux, et ces mouvements-là vont être liés par leurs dérivés. Donc là on a vu comment les mouvements étaient déterminés par les dérivés, on va voir maintenant comment ils sont liés entre eux dans la section 4.2.